Alors, nous allons nous intéresser maintenant spécifiquement à la diffraction de Fresnel et nous allons montrer que la clotoïde peut être un atout pour prévoir la figure de diffraction. Alors, pour rappel, ce qu'on a vu dans les outils mathématiques au début du chapitre, c'est les intégrales de Fresnel qui sont définies à partir de l'intégrale d'un cosinus ou d'un sinus avec un argument qui évolue en fonction du carré. Ces deux intégrales de Fresnel, on peut aussi les voir en utilisant la notation complexe, et dans ce cas-là, si on prend l'intégrale de exponentielle i pi oméga carré sur 2 et qu'on intègre sur d oméga de 0 jusqu'à oméga, eh bien on va retrouver nos intégrales de Fresnel xi de oméga plus i eta de oméga. Et ce qu'on a vu aussi, on a fait une vidéo qui était dédiée à la figure géométrique qu'est la clotoïde, où pour chaque valeur de oméga, eh bien, on représente un point M dont l'abscisse est xi d'oméga et l'ordonnée est eta d'oméga. Donc ça fait une courbe qui a plein de propriétés extrêmement intéressantes qu'on a déjà décrites. Et parmi les propriétés les plus intéressantes, le fait que l'abscisse curviligne est égale à oméga. Alors, revenons sur ce que nous avons pu voir au niveau de l'expression de la formule de la figure de diffraction. On a trouvé, à partir du principe de Huygens-Fresnel, eh bien, sa formulation. On a vu aussi qu'on pouvait la formuler avec un propagateur et dans le domaine de Fourier. Ici, on va continuer à utiliser cette formulation. Et on va s'intéresser par exemple au cas d'une pupille rectangulaire. Donc dans ce cas-là, eh bien, mes intégrales vont être limitées suivant la direction horizontale au niveau de la pupille. On va avoir une intégration entre x1 et x2, et sur l'axe vertical entre y1 et y2. Et là, c'est une pupille assez simple, c'est une fonction binaire, donc 0 à l'extérieur de cette zone rectangulaire, et à l'intérieur, on a 1. Ici, vous voyez, j'ai un terme constant qui intervient dans l'expression du champ diffracté. Je vais le remplacer par C, parce que ce qui m'intéresse, c'est la forme de la figure, pas forcément son amplitude. Alors, voilà, j'arrive à cette expression-là, une fois que j'introduis ma constante. Et ce que je vais faire, ce qu'on constate, eh bien, c'est que je peux séparer mon intégration suivant les deux directions. Donc là, on voit qu'on peut séparer eh bien, ce qui se passe dans la direction verticale et ce qui se passe dans la direction horizontale. Dans les deux directions, on aura le même type de formulation, donc on aura des résultats qui vont avoir la même allure dans les deux cas. Alors, ce qui peut nous gêner un petit peu dans les intégrales qu'on va devoir résoudre, c'est qu'on a du pi divisé par lambda z0 et x' moins x au carré. Donc ce qui va être intéressant pour simplifier la vie, c'est de faire un changement de variable pour oublier ces coefficients pi lambda sur z0. Donc ce qu'on va poser, c'est une nouvelle variable. Alors quand c'est la direction horizontale, on va l'appeler u, et ce sera racine de 2 lambda sur z0, x' moins x. Pour la direction verticale, on aura quelque chose de similaire, v, et cette fois-ci, ce sera racine de 2 sur lambda z0, y' moins y. Donc voilà, un petit changement de variable. Quand on a u, on peut calculer du, on peut calculer dv. On va penser à changer aussi les bornes. Donc on aura des nouvelles bornes u1, u2, v1, v2. Et ça va transformer nos intégrales en quelque chose de beaucoup plus agréable à manipuler. On va avoir une intégrale qu'on va prendre de u1 à u2 de exponentielle i pi u carré du.
Et puis, suivant l'autre direction, une intégrale de V1 à V2, I pi sur 2 V2 est intégrée sur dV. Là, on peut changer un peu la constante qui est devant. Cette constante, ici, elle n'a pas forcément beaucoup d'importance. Encore une fois, c'est avant tout la forme qui nous intéresse et pas la valeur absolue. Donc voilà, une expression qui sera beaucoup plus simple à manipuler. Et si on va aller plus loin, eh bien, ce qu'on va faire intervenir, c'est la relation de Chasles. C'est-à-dire que quand on a une intégrale entre deux points A et B, on peut dire que c'est l'intégrale entre le point A et 0, plus l'intégrale entre le point 0 et le point B. Et puis, je peux changer le sens. Donc, ça va me donner l'intégrale entre 0 et B moins l'intégrale entre 0 et A. Donc, on applique ça à notre intégrale entre ici U1 et U2. Et ça va me donner l'intégrale prise entre 0 et U2 de exponentielle I pi sur 2 U2 du, moins l'intégrale prise entre 0 et U1 de la même quantité. Et là, eh bien, on commence à sentir le lien qu'on va pouvoir faire avec les intégrales de Fresnel. Parce que là, ce qu'on a, eh bien, c'est rien d'autre que nos intégrales de Fresnel mis sous leur forme complexe. Donc, nos intégrales, eh bien, voilà, on va pouvoir, par exemple, pour la première intégrale de 0 à U2 exponentielle I pi U2 U carré du, on va pouvoir la remplacer par xi de U2 plus I état de U2. Et on va faire ça pour les trois autres intégrales qu'on a. Et on a maintenant une expression de notre champ diffracté. On a quelque chose qu'on pourrait calculer avec un outil informatique. Alors, souvent, ce n'est pas le champ qu'on veut, c'est avant tout l'intensité. Notre œil est sensible qu'à l'intensité. Donc l'intensité, on va prendre le complexe, on va prendre le module au carré de A, et ça va nous donner l'expression suivante. Suivant la direction horizontale, ce sera xi de U2 moins xi de U1 au carré, plus état de U2 moins état de U1 au carré. Et suivant la direction verticale, on aura une expression qui sera très similaire. Donc ce qu'on voit, c'est que notre intensité, on peut l'écrire comme une intensité prise dans la direction de U, multipliée par une intensité prise dans suivant la direction V. Et on connaît du coup les deux expressions pour IU et IV. Alors, ces quantités IU et IV, eh bien, on va être capable de les interpréter graphiquement. On va avoir un moyen simple eh bien, de sentir ce qui va se passer. Et ce moyen simple, eh bien, ça va être lié à la clotoïde. Donc sur notre clotoïde, on va, par exemple, si on veut trouver IU, on va placer un point A qui aura comme coordonnée xi de U1 état de U1. Donc il va correspondre à l'abscisse curviligne U1. On va aussi placer un point B, donc xi de U2 état de U2. Donc voilà mes deux points A et B que j'ai. Et quand on regarde notre formule IU, eh bien, xi de U2 moins xi de U1, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ça représente la distance horizontale entre A et B, plus la distance verticale entre A et B, et j'ai des carrés qui interviennent. Donc, en fait, IU, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que la distance directe entre les points A et B. Donc, si je mesure la distance directe entre A et B, je prends ça au carré et j'ai IU. Donc là, visuellement, en utilisant la spirale de Cornu, je vais avoir un moyen très simple pour trouver eh bien, la valeur des fonctions IU et IV. Donc là, on a vraiment quelque chose pour trouver l'intensité qui sera diffractée en chaque point. Alors, comment on va faire? Alors, là, pour l'instant, je parlais avec des U, U1, U2.
on sait que U1 et U2 sont reliés. Si je fais le changement, si je réécris mon changement variable, à x1 et x2 qui sont les bornes de ma pupille binaire. Donc si je veux voir ce que va donner ma figure de diffraction sur l'écran d'observation, ce qui va varier, c'est x'. Et vous voyez, quand x' va varier, ça va faire varier U1, ça va faire varier U2. Donc mon point A, mon point B, il va changer de position. Donc c'est comme ça, en faisant changer de position A et B, qu'on va décrire différentes positions sur ma clotoïde et qu'on va trouver la valeur de mon intensité. Donc là, on a une méthode qui fonctionne bien, qui n'est pas forcément intuitive, mais on va la réutiliser sur deux exemples, l'exemple d'une fente et l'exemple d'un bord d'écran. Donc ça va vous permettre, sur des cas concrets, de vous familiariser avec cette méthode et on verra ce que ça donne. Cette méthode, elle a quand même des limites et en pratique, on peut l'appliquer qu'aux cas les plus simples. Voilà un exemple de la figure de diffraction qu'on obtient pour une ouverture rectangulaire. On voit des fluctuations qui nous font penser un petit peu aux fluctuations qui peuvent être entraînées par nos fonctions de Fresnel, nos intégrales de Fresnel. Donc ça, c'est une représentation de la figure de diffraction qu'on a. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut observer, suivant la distance à laquelle on se place, des comportements très différents. Donc je vais rejouer un petit peu cette vidéo. Donc ici, ce que je considère, c'est une fente qui est horizontale. Et ce qu'on voit, c'est qu'initialement, ma figure de diffraction était plutôt horizontale. Et si je m'éloigne, elle a au contraire tendance à devenir verticale. Donc on a des changements majeurs de la forme de la figure de diffraction. Là, c'est les figures qu'on a à quelques distances très différentes. Et ici, le formalisme que j'ai mis en place est capable de décrire la figure que j'ai à toutes ces différentes distances. Mais s'il n'y a que la figure à grande distance qui m'intéresse, eh bien, je vais m'intéresser uniquement au régime de Fraunhofer. Et là, on aura d'autres outils qu'on verra un petit peu plus tard qui nous donneront directement le résultat à grande distance. Donc voilà, on a, suivant la distance à laquelle on se place, des figures qui peuvent varier significativement et le formalisme qu'on a mis en place est capable de nous décrire tout ça. Alors en pratique, il y a d'autres cas, on n'a pas que des diffractions par des figures rectangulaires. Si on a une ouverture circulaire, vous voyez le type de forme qu'on peut avoir. Dans ce cas-là, ce sera d'autres types de fonctions qui vont intervenir. Le niveau de complexité est un petit peu plus élevé. Ce qui peut être intéressant de remarquer, c'est l'intensité qu'on a au centre de la figure. Elle peut être soit maximale, ou bien on peut avoir un point noir. Et les deux vont alterner quand on va s'éloigner de l'objet diffractant. Là, c'est une figure triangulaire. On voit que là aussi, mathématiquement, ça va être plus dur à exprimer parce qu'on ne va pas pouvoir séparer notre variable x et notre variable y. On ne sépare pas si facilement que les deux intégrales, donc le problème analytiquement est quand même plus complexe à manipuler. Puis il y a des problèmes beaucoup plus complexes. Là, on a une tête d'épingle, et puis ça doit être une tête d'aiguille, des figures, encore une fois, qui sont marquées par des oscillations qu'on observe. Ici, c'est des figures qui sont observées proches de l'objet. Donc, vous voyez, la clotoïde, c'est extrêmement élégant, c'est extrêmement puissant, mais ça a quand même ses limites. C'était très pertinent quand on ne disposait pas de l'outil informatique. Parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant en pratique? Eh bien, ce qu'on utilise, on part de notre transparence pupillaire et puis on va passer
dans le domaine spectral. Donc on calcule la transformée de Fourier de notre transparence pupillaire qu'on multiplie par la transformée de Fourier du propagateur. Rappelez-vous la vidéo qu'on avait faite sur l'expression de la diffraction dans le domaine réciproque. Eh bien, en pratique, c'est ce qu'on va faire. On part du domaine direct, on passe dans le domaine réciproque en faisant la transformée de Fourier, et pour avoir l'image, on refait une transformée de Fourier inverse du champ dans l'espace réciproque. On retrouve le champ dans le domaine direct et avec tous les effets de la diffraction pris en compte. Donc ça a été rendu possible grâce au progrès du numérique qui permet de faire des transformées de Fourier de manière extrêmement rapide et de manière extrêmement efficace.